Alors, Claude dans un slip avec une couverture chauffante. sans slip. Par quoi on commence en urgence dans cette maison? Tout ce dont tu me parles là, ça nécessite de mettre des tuyaux Voilà. partout. Voilà. Ouais. Ça, c'est la première option. Ouais. C'est sûrement la plus pertinente à l'usage. Ok. Beaucoup moins coûteux qu'une batterie électrique. Ok. Beaucoup plus durable et 1000 fois moins polluant. Si on est en situation très dégradée, parce qu'on a un blackout pour une raison ou pour une autre, hein, on regroupe la cellule familiale et on dit, voilà, la maison est très grande, mais on va vivre dans la moitié. Tu vas produire de l'électricité en masse et tu vas pouvoir taper dedans, au lieu de revendre à EDF à 10 centimes pour qu'ils la revendent à 25 à d'autres. Donc 2 pulls. Non, mais le problème, c'est que moi, je mets déjà 2 pulls, 3 pulls, mais j'ai quand même froid. Alors, on a vu beaucoup de choses. Hein, on va faire un petit résumé, petite synthèse. Hein, petite synthèse. Il y a 2 gros handicaps. Enfin, non, c'est pas des handicaps, ça peut se résoudre. Mais 2 choses plus délicates que les autres. 3 choses, franchement dire. La partie basse de ton mur de ta future cuisine. Donc, dont on a vu qu'il serait beaucoup mieux s'il était sur du minéral. Au lieu d'être directement le bois posé directement sur le carrelage et donc il prend l'eau, donc il pourrit. Voilà. Ça, c'est à résoudre, à faire constater par huissier. Hein. Tu as donc le mur de la chambre du bas, du sous-sol. Le mur qui donne sur la partie arrière, qui n'est pas isolé, avec donc son lambris qui est vraiment un cache-misère pour le coup. Ça, je crois qu'on peut appeler un chat, vraiment un chat. Hein. Donc, et ça, c'est ennuyeux, mais ça peut se résoudre assez facilement quand même. Et tu as le toit terrasse là. Le toit terrasse là, ce qui est quand même plus délicat à résoudre, hein, qui nécessite, à mon sens, de refaire l'étanchéité. En tout cas, moi, c'est mon analyse. Tu as à prévoir dans cette maison une VMC de ligne de snow. Avec donc évacuation dans les pièces humides et prise d'air dans les pièces. Alors, je dis dans les pièces sèches. Pour le moment, c'est en étude, mais ça en sera pas une longtemps puisque c'est censé devenir ta cuisine. Hein. Donc là, tu mettrais une VMC ici? Bah, faut que tu aies une bouche d'extraction ici, d'une manière ou d'une autre. Faut que tu viennes chercher. C'est là que tu vas faire la popote. Donc tu vas émettre beaucoup de vapeur d'eau. Comment on va l'installer cette VMC là? Alors là, tu vas avoir soit un caissonnage qui va courir quelque part, qui va rejoindre l'unité centrale que tu vas mettre dans le grenier, dans les combles, là où l'électricien va trouver que c'est le plus judicieux. Donc ça, c'est la bouche qui va te poser le plus de problèmes. Celle qui va t'en poser en second, c'est les toilettes du bas. Parce qu'il faut aussi que tu évacues dessus. En haut, ça va être facile. En haut, ça va être facile. Hein. Donc VMC simple flux, donc extraction dans les pièces humides, grille d'entrée dans les pièces sèches, et d'étalonnage sous les portes pour bien favoriser la circulation. En bas, tu as une VMC qui fonctionne et qui, pour le moins, est même, à mon avis, surdimensionnée. Mais par contre, elle fonctionne, la machine fonctionne bien, mais le renouvellement d'air ne se fait pas bien. Parce que tu n'as pas de grille sur les menuiseries. Tu as des menuiseries qui sont pas de première qualité, pas de l'année dernière, hein, c'est pas des lapins, ça date, mais elles sont quand même encore suffisamment étanches pour ne pas permettre un renouvellement d'air digne de ce nom. D'où, au bout de quelques jours où c'est fermé, compte tenu des moisissures qu'on a découvertes, des odeurs de renfermés, de moisis, etc., qui sont préjudiciables au bien-être, mais probablement aussi à la santé. Tout à fait. Donc ça, il faut aussi l'améliorer. Et donc, tu passes un peu de temps dans la maison pour voir comment ça se passe l'été prochain. Là, on a découvert ici une panne. Alors, je te rassure, les pannes qui sont posées vraiment verticalement, hein, au lieu d'être couchées dans le sens de la pente du toit. Si on fait un dessin, ce qui porte, ce sont la fibre haute et la fibre basse qui se superposent. Si on pose en biais, il y a une partie de la panne ici qui n'est pas à la pont du bas
et une autre partie du bas qui n'a pas son pendant en haut. Ouais. Et ce qui fait la solidité, c'est sur une panne qui serait haute comme ça, c'est la fibre basse et la fibre haute. Ouais. Le milieu, ça sert à rien. C'est pour ça que les poutres, les IPN, par exemple, on a un talon et une âme qui les relie. Et les poutres en bois, dites poutres en I, tu as un talon en haut, un talon en bas et une âme. Ouais. Donc, le milieu sert à rien. Et donc, quand tu poses en biais, ben, avec une même section, tu as moins de force. Donc, toi, elles sont posées bien à la verticale, ouais. c'est bien. Ok. Parfait. Moi, ça me pose zéro problème. Par contre, là, la panne qui est cachée par ce qui n'a pas encore été enlevé, elle ne repose pas sur l'arbalétrier, qui est la pièce en biais qui va depuis le balcon intérieur, là, la mezzanine, jusqu'au mur extérieur. Donc là, ça peut se résoudre assez facilement. Il faut mettre une pièce de bois de chaque côté. Ça s'appelle faire un moisement. T'as ta panne qui est en longueur, elle est coupée là, elle est coupée en biais. Hein. Et là, tu mets une pièce de bois de chaque côté. On perce à la fois la panne, on fait des passés de 50, 60, 1 mètre de chaque côté. On perce donc 2 ou 3 perçages de chaque côté. On fait traverser le perçage, on met une tige filetée, on serre, on fait un bloc total, ce qui fait que l'appui de la panne qui, elle, est parfaitement portée sur toute sa largeur d'appui sur l'arbalétrier, reprend la charge de l'autre. Okay. Et ça, c'est bon. Ça, c'est une première solution. Deuxième solution, tu mets une pièce de bois qui va être fixée sur ton arbalétrier, qui va venir en débord, une pièce de bois de 7, 8, 10 cm d'épais. Tu la fixes dans l'arbalétrier, bien calée sous la panne, et c'est cette pièce-là qui va te porter la panne. Mais c'est ce qu'il y a de l'autre côté, là. Ça, c'est l'échantillol, ce qu'on appelle. Et l'échantillol, c'est pour empêcher que la panne, elle descende. Donc, elle porte pas du tout verticalement, cet échantillol. Non, pas verticalement, non, mais moi, je pensais qu'elle servait à fixer les deux pannes, là, ensemble. Non, elle a aucune utilité dans ce sens-là. D'accord, ok. Mais bon, c'est pas gravissime, ça. Un bon charpentier, il va enlever le bazar là, il va mettre un été le temps de bien tenir tout ça, il va faire son moisement, ou il va mettre sa pièce de bois. C'est une demi-journée à 2 gars, vraiment en prenant le temps de rouler la cigarette et de boire une bière. Donc voilà, ça c'est assez facile. Okay. Selon ce que tu vas constater, tu verras s'il faut que tu réisoles ou pas ton toit. Et donc, selon ce que je vais constater. Au niveau du confort. Après un an. Après un an. Minimum un été, parce que ici c'est surtout l'été. L'hiver, si tu n'isoles pas plus que ce que tu as, ça va coûter. Mais c'est chauffable. Je sais que tu n'es pas une fan absolue de seulement un pull, donc 2 pulls. Non, mais le problème, c'est que moi, je mets déjà 2 pulls, 3 pulls, mais j'ai quand même froid. Alors. Moi, j'aime bien être confortable. Alors, ça, tu pourras corriger ça en faisant une correction thermique intérieure. J'ai froid aux mains, je vais pas vivre avec des moufles dans ma maison, tu vois. Ok. Donc ça, tu peux le corriger au moins en partie, l'améliorer avec une correction thermique de quelques centimètres que tu vas faire à l'intérieur. Tu finis avec de la terre sur quelques millimètres d'épais. Et ça va t'amener du confort. Si vraiment c'est très 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 coûteux à chauffer, alors que tu as déjà du polystyrène, ça ne devrait pas être trop coûteux à chauffer malgré tout. Il sera toujours temps d'isoler par l'extérieur. Où tu ne changeras pas ton niveau de confort, mais où par contre tu économiseras du chauffage. D'accord. L'isolation, c'est surtout une économie de chauffage. Ok. Et donc ça, comme ça, tu auras résolu. Alors maintenant, il reste le chauffage. Et on a vu que toi comme moi, on n'est pas foutu de faire du feu dans cette cheminée. Donc, il s'est encore éteint. Le feu. Voilà, on a allumé rien que 4 fois aujourd'hui. Toi 3 fois, moi 1 fois, et on n'a pas réussi. Bon, voilà. Alors je le redis, le conduit feu, et à mon avis est trop bas pour qu'elle tire vraiment super bien en toutes circonstances. Voilà. Mais bon, c'est plus une cheminée de plaisir. Eux, ils se chauffaient vraiment avec ça. D'accord. Regarde, ça monte là sur la. Ok. Non, mais si elle a une efficacité
avéré, Ouais. bah tant mieux. Donc tu passes un peu de bois. Bon, par contre, l'insert qui est dedans, là, c'est pas des rendements terribles. Aujourd'hui, on a des rendements bien meilleurs que ça, Ah ouais. avec de la double ou post-combustion. C'est le même nom pour, enfin deux noms différents pour une même fonction, où tu arrives à tirer 30-40% de rendement supérieur à ton bois. Donc tu vas, la même quantité de bois. Ah. En fait, en combustion simple comme on a là, quand tu as de la braise et des flammes, tu as 700-750 degrés Celsius dans le foyer. D'accord. Une post-combustion, tu montes à 1100-1150 degrés. Ah, mais je vais faire cuire mes tuiles là-dedans. Ça, c'est un peu plus long. Donc, et tu vas les cuire une par une. Mais normalement, non, ça devrait pas cuire de façon homogène. Non. Faut que tu oublies l'idée, là. Mais donc, oui, il y a des appareils aujourd'hui qui sont plus performants que celui que tu as là. Okay. Alors maintenant, ça va peut-être pas suffire à chauffer toute ta maison. Non, surtout que là, ça chauffe, c'est sur un mur extérieur, quoi. C'est pas central, quoi. Voilà. Alors, là, donc, on va procéder par élimination. Tu n'as pas de circuit hydraulique. Non. Ça a été fait en électrique. Ouais. Donc, si tu veux installer un circuit hydraulique, c'est faisable. Mais c'est coûteux. C'est coûteux. C'est beaucoup de travaux. Ouais. Mais c'est faisable. Ouais. Si tu as un circuit hydraulique, à ce moment-là, tu peux avoir un gros ballon d'eau chaude. Ouais. Tu stockes de l'eau, enfin, un gros ballon tampon, 1000 litres. C'est une eau morte. C'est-à-dire qu'elle bouge pas. Ouais. Et tu la chauffes pour faire monter ton ballon à température 70-80 degrés. Ouais. Et c'est là-dedans que tu vas aller puiser tes calories pour chauffer ta maison. Ok. Pourquoi chauffer un gros volume d'eau? Parce que si tu chauffes ce gros volume d'eau, tu vas faire monter en température en une fois. Ta chaudière va démarrer qu'une fois. Et c'est comme les voitures, si on accélère, on ralentit, on accélère, on ralentit, on consomme plus que si on est à vitesse constante. Ouais. Et la chaudière, elle a une température de fonctionnement idéale. Quand elle l'a atteinte, cette température, faudrait la faire fonctionner une demi-heure, 1 heure si nécessaire. Mais si tu as des radiateurs qui sont alimentés directement par la chaudière, tu vas être en surchauffe dedans. Donc là, on chauffe de l'eau. Il faut énormément d'énergie pour chauffer de l'eau. Ouais. Ça veut dire qu'elle a une énorme capacité à stocker. On retrouve un petit peu ce qu'on expliquait ce matin avec le déphasage. La chaleur spécifique de la pierre, je sais pas si tu te rappelles, c'est 800 à 900 joules par kilo. Ouais. Le bois, ou ce qui est végétal, c'est 1800 à 2100 joules. L'eau par kilo, c'est 4150 joules. Ok. C'est énorme. Ouais. Et donc, quand elle a stocké cette chaleur, eh bien, elle la restitue, elle a une capacité à en restituer beaucoup plus lentement et beaucoup plus longuement que tout autre système de stockage. Ok. Donc, ton ballon d'eau chaude, il va falloir que tu chauffes ton eau. Si tu le veux, tu peux avoir du photovoltaïque sur ton toit. Pourquoi je dis du photovoltaïque? Parce que un jour ou l'autre, tu vas passer avec une voiture électrique, etc. Oui, non, mais ça, c'était prévu, effectivement, ouais. Voilà. De mettre des panneaux solaires, ouais. Et donc, ces panneaux photovoltaïques, on a vu, moi j'ai re-regardé, tu peux en mettre un peu sur le mur sud. Ouais. Parce que l'hiver, tu vas pas être à la verticale avec le soleil, donc tu vas avoir un bon rendement. Ouais. Tu as du mur ouest, du toit à l'ouest qui est pas mal. Ouais. Et on a des murs de soutènement dans le jardin qui peuvent parfaitement recevoir, eux ils sont plein sud, et qui peuvent parfaitement recevoir des panneaux solaires qu'on va mettre avec la pente qui nous intéresse. Sachant que pour ce qui me concerne, je pense que c'est l'hiver qu'il faut essayer d'en tirer le maximum. Donc on les met pas trop à plat, on les met de façon à ce que le zénith d'hiver vienne bien les éclairer pour produire un maximum. Toute cette électricité qu'on va avoir, tu vas t'en servir instantanément pour chauffer ton eau. Tu vas faire un gros ballon électrique, un gros chauffe-eau électrique, hein, mais 1000 litres, 1500 litres à dimensionner en fonction de la maison. Peut-être 2000 litres, 2 fois 1000, c'est mieux, hein, que un gros de 2000 litres. Et dans ce gros ballon que tu vas chauffer à l'électrique chaque fois que tu auras du soleil, quand tu n'as pas de soleil, tu peux soit les chauffer à l'électrique aussi en achetant de l'électricité, donc ta résistance, tu l'alimentes avec EDF, soit tu peux mettre un circuit primaire d'eau chaude que tu peux alimenter avec une petite chaudière à bois que tu mets en bas,
tu fais un feu de 2 heures, qui va te chauffer tes 1000 ou 2000 litres d'eau, Ouais. et tu as peut-être un jour ou 2 jours de capacité de puisage de chaleur Ouais. dans ce ballon d'eau chaude. Ok. Et pour puiser la chaleur, tu as un circuit qu'on dit secondaire, qui est dans ce ballon, et l'eau de tes radiateurs, qui circule dans tes radiateurs ou dans des panneaux rayonnants, Ouais. peu importe, il y a un circulateur qui force l'eau à circuler aussi dans le ballon. Et ça prend la chaleur de l'eau chaude du ballon pour chauffer toute la paroi. Donc, tu as une batterie thermique. Ouais. Une batterie thermique, un ballon de 1000 litres, ça vaut peut-être 1500 euros. Ça stocke de mémoire environ 30 kWh, 35 kWh de puissance. Oui, mais là, tout ce dont tu me parles, là, ça nécessite de mettre des tuyaux Voilà. partout. Voilà. Ouais. Ça, c'est la première option. Ouais. C'est sûrement la plus pertinente à l'usage. Ok. Parce que tu peux avoir plusieurs sources possibles pour chauffer ton ballon d'eau chaude. Ouais. Hein. Et tu vas consommer de façon différée. Ok. Puisque avec, tu vois, là, on a le soleil, mais à cette heure-là, on n'a pas forcément besoin de beaucoup chauffer la maison. Oui. Par contre, dans la nuit, si la chaleur tombe, Oui. faut qu'on chauffe la nuit. Oui. Et là, ça va puiser de l'eau, de la chaleur dans ce que tu auras chauffé dans ton ballon. Ouais. Hein, voilà. Ok. Ça permet de différer l'usage. Ok. Beaucoup moins coûteux qu'une batterie électrique. Ok. Beaucoup plus durable et 1000 fois moins polluant. Donc, c'est une bonne solution. C'est un coût d'installation qui est beaucoup plus élevé. Ouais. Mais par contre, c'est aussi plus confortable. Après, tu as l'autre option possible, c'est de dire, comme c'était le cas jusqu'à présent, ben on va chauffer ça à l'électrique. Ouais. On va mettre des radiateurs électriques. Des radiateurs électriques, aujourd'hui, bon, ben là, on a un magnifique exemple de grille-pain. Donc, ah oui, 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 et celui-ci, il est collector. Ouais. Hein, je pense que dans 20 ans, ça commencera à prendre de la valeur. Hein. C'est possible, hein? C'est pas impossible, mais pas pour l'usage. Pas pour l'usage, ouais. Hein, voilà. Ouais. Et donc là, tu as des radiateurs électriques infiniment plus performants que ça maintenant, Ouais. qui sont basés sur des fonctionnements par rayonnement. Et le rayonnement, c'est la capacité que l'on va avoir à échanger des infrarouges avec les systèmes de chauffage. Ceci dit, ici, il va falloir aussi miser sur l'air chaud parce que le rayonnement, il est d'autant plus efficace qu'on en est proche. Ta maison est grande. Oui. Donc ici, par exemple, là où on est, si on a du rayonnant là-bas, du rayonnant là-bas et du rayonnant là-bas, avant que ça nous chauffe, il faut quand même qu'on chauffe l'air. Oui. Parce que ça décroît au carré de la distance, je crois. Mais là, C'est pour ça que la cheminée, pour peu qu'on arrive à maintenir le feu, voilà, faut se tenir à 1,50 m. Voilà, mais malgré tout, faut se tenir à 1,50 m. Parce que elle émet surtout par rayonnement, Ouais. mais elle chauffe pas énormément l'air. Ah ouais? Ouais, elle le chauffe un peu, mais pas énormément. Je trouvais que c'était Alors, hyper confortable quand on avait visité le matin. oui, mais il y a combien de temps qu'ils allumaient le feu, Ah etc. oui, ben. Ça, on ne sait pas. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, alors, après. Quoique nous, ils étaient arrivés 2 jours avant. Ouais, mais en 2 jours, tu montes bien quand même. Hein, tu montes bien, hein, parce que tu as quand même pas mal de minéral là. Oui, mais c'est ça que je veux dire, c'est qu'il faudrait avoir un feu allumé. Permanence. Peut-être pas en permanence, peut-être pas la nuit, mais toute la journée, quoi. Voilà. Jusqu'à tard le soir, quoi. Ouais, ouais. Et donc, l'autre solution que tu vas avoir au lieu de radiateur, c'est de travailler toujours avec du chauffage, mais pour cette fois, chauffer tes parois. Donc, tu peux mettre, on a vu correcteur thermique, Oui. tu peux mettre des panneaux rayonnants électriques. Ouais. Ça fait pour 1 mètre carré, 2 mètres carrés ou 1 mètre carré et demi, je sais plus. Tu avais regardé ça, Geoffrey? Je crois qu'on avait 700 watts. Je crois que c'était 150 watts par mètre carré, un truc comme ça. 150 watts par mètre carré. Alors, c'est pas énorme. Mais si tu en mets beaucoup, derrière tout est, si tu fais correcteur thermique, Oui. de la terre dessus, Oui. à ce moment-là, sur le correcteur thermique, tu peux les fixer. Ok. Et ça peut se mettre au plafond, ça peut se mettre au sol, ça peut se mettre en mur. Hein. Et là, tu chauffes tes parois. Et au lieu de mettre 3-4 mm de terre sur ton correcteur thermique ou 5 mm, bah, tu mets 1 cm, 1 cm et demi pour quand même que tu aies une capacité d'un peu d'emmagasinage et de rayonnement après pour avoir un élément stabilisant. Et là, tu serais dans le confort. Et là, par contre, bah,
quand tu as du soleil, ça va les chauffer. Mais quand tu n'as plus de soleil, ça chauffe plus. Et à ce moment-là, il faut que tu tournes sur l'électrique du secteur. Donc, compte tenu de l'orientation du prix de l'électricité, qui risque d'être multiplié par 3, 4, 5, on ne sait pas quand. Ouais. Mais c'est un risque qui est, me semble-t-il, beaucoup plus grand que de voir la chose se stabiliser. Ouais. Hein. Qu'est-ce que tu conseillerais? Ben moi, je conseillerais de miser sur quelque chose qui permet d'avoir de l'électrique, photovoltaïque, ou réseau EDF, mais un autre système de chauffage d'appoint, tel qu'une chaudière bois. C'est-à-dire, tant qu'à dépenser, je miserais sur un circuit de distribution, un circuit de chauffage hydraulique. Ah ouais. Avec le ballon d'eau chaude. Ah ouais. C'est une dépense qui me semble assez intelligente. Et éventuellement, avoir avec... là, tu vas pas faire ça tout de suite, encore que, a priori, tu as envie d'aller assez vite. Oui. Hein. Donc, on peut même imaginer qu'on couple ça avec une pompe à chaleur qui va améliorer le rendement, mais pour autant que la pompe à chaleur soit pertinente géographique dans l'endroit où tu vis ici, dans le Bayonnais. Ce que je ne saurais pas te dire, mais ce que je pourrais te confirmer sous une semaine, 15 jours. D'accord. Mais qu'est-ce que tu me parles de pompe à chaleur, toi, maintenant? Mais pompe à chaleur, ça marche avec un hydraulique. Une pompe à chaleur. Non, une pompe à chaleur, c'est un système. Tu peux avoir une pompe à chaleur. Ah, RO. Oui, d'accord. RO. T'as plein de systèmes. Ouais. Alors, on a malheureusement de plus en plus souvent une pompe à chaleur R ou RO, mais avec les ventiloconvecteurs, soi-disant c'est réversible, etc. Donc ça, c'est des systèmes qui sont très peu confortables. On va pas en dire plus. Je ne te les conseille pas du tout. Ah non, moi je déteste, oui. Voilà. Donc parce que tu pulses de l'air. Enfin bon, bref, voilà. On va pas faire le procès. La chaleur, elle est en haut. Voilà, on va pas faire le. On est d'accord sur le truc, voilà. Sinon après, on va encore avoir des commentaires désagréables, etc. On n'a pas tout compris au film. Bon, oh mais c'est pénible parce qu'on leur répond quand même. Et donc si tu fais une pompe à chaleur RO, mais que l'eau que tu montes en température, mais il faut la monter à haute température. Donc c'est vraiment des pompes à chaleur quand même pointues, onéreuses, qui fonctionnent bien, basées sur un fluide frigorigène plutôt butane ou des choses comme ça. Mais c'est pas la pompe à chaleur qu'on trouve au bricolage du coin. Hein, c'est vraiment des machines qui sont quand même onéreuses. À creuser. Non, mais on va pas mettre une pompe à chaleur plus un système. Enfin, je sais pas, la pompe à chaleur, l'avantage, c'est que si elle est de bonne facture, si elle est pertinente dans le coin où on la met, tu consommes 1 kWh, t'en restitues 4. Quand même. Oui. Donc, ça a un facteur démultiplicateur. D'accord. Diviseur. Hein, selon comment on le prend. Entre ce qu'on va payer parce qu'on le consomme et ce que ça va nous restituer. Et notamment si tu tournes sur du photovoltaïque, peut-être que du coup, même avec quelques heures de soleil dans la journée l'hiver, ça peut être suffisant si ta pompe à chaleur, elle démultiplie le système. Ah, donc il faut une pompe à chaleur en plus des panneaux solaires sur le toit? La pompe à chaleur, c'est un compresseur qui est entraîné par de l'électricité. Oui, c'est ça, Et si au lieu d'acheter ton électricité à EDF, tu fais tourner par tes panneaux, ça te coûte rien. Ça t'a coûté l'installation. Mais ça fonctionne très bien. Ok. Et les systèmes avec les réserves d'eau là sur le toit? Ah, les ballons noirs là. Oui. Alors les ballons, les productions d'eau chaude solaire ne te permettent de faire que de l'eau chaude. C'est à peu près valable. Sanitaire, c'est à peu près valable pour le sanitaire. Ça va te couvrir environ 60-70% de tes besoins. Ça va pas couvrir tous tes besoins, mais tu feras jamais de chauffage avec ça. D'accord, ok, donc après, tu as les chauffe-eau thermodynamiques. C'est pareil, tu peux pas installer un système de chauffage complètement avec du thermodynamique. C'est pas possible. Hein. Donc, à un moment donné, moi, ce dont je te parle, c'est des systèmes, on les couple, mais on fait, nous, notre installation en chaîne en fonction de ce dont on a besoin.
Et surtout, on ne dédie pas ça à simplement faire de l'eau. Parce que le photovoltaïque, quand tu n'auras plus besoin de faire d'eau, ou simplement ton eau chaude sanitaire, avec donc dans ton gros réservoir de 1000 ou 2000 litres, tu as un autre petit réservoir indépendant qui est comme au bain-marie, si tu veux, qui te fait ton eau chaude sanitaire. Et quand tu n'as plus que ça, bah voilà, tu chauffes cette eau chaude sanitaire avec un ballon électrique que tu as, tu t'en fous. Parce que l'été, tu vas produire de l'électricité en masse et tu vas pouvoir taper dedans. Au lieu de revendre à EDF à 10 centimes pour qu'ils la revendent à 25 à d'autres. Donc là, bah, tu gardes pour toi. Tu produis, tu recharges la voiture, tu fais la lessive, tu fais tout ce que tu veux. On a toujours besoin d'électricité. Et dans l'idéal, alors là, on empile les solutions, on tend vers l'idéal. Il faut coupler ça avec ce qu'on appelle un grid. Le grid, c'est ce qui régule. Pour bien faire, il faut que tu fasses, toi, ta résilience. Tu dis, voilà, moi, en situation dégradée, le minimum que je veux garder, c'est ça. Je veux pas tomber en dessous de ça. Donc, en fonction de ça, on sait, on va dédier, par exemple, tu peux être une maniaque du lavage de linge et dire, moi, en situation dégradée, je veux faire 2 lessives par jour. Bah, voilà, pourquoi pas, hein. Ça peut être ton trip à toi. Et d'autres diront, bah, moi, je veux le congèle, le frigo, je veux faire tourner mes ordinateurs, je veux 5 ou 6 points lumineux, ou 8 ou 10 points lumineux, et je veux un peu de chauffage, parce que on va à ce moment-là, si on est en situation très dégradée, parce qu'on a un blackout pour une raison ou pour une autre, hein, on regroupe la cellule familiale et on dit, voilà, la maison est très grande, mais on va vivre dans la moitié. L'autre moitié, on la condamne. Hein. Donc, ça, c'est la résilience. Hein. Et donc, en fonction des priorités que tu as données, le grid, il va tout gérer. En fonction de la production que tu vas avoir, donc ça se couple avec un système de batterie électrique aussi. La voiture que tu achèteras électrique, tu la prendras G2V, V2G. Alors, G2V, ça veut dire le grid charge la voiture. C'est-à-dire, tu peux te brancher ta voiture dessus, tu vas charger tes batteries au lieu d'aller chez Total. Donc, ta recharge de batterie ne te coûtera rien. Mais maintenant, si tu achètes une voiture qui fait, aujourd'hui, une Tesla, par exemple, ça avoisine les 80 kWh de batterie. Pour parler d'une voiture dont tout le monde a entendu parler. Si tu roules peu, tu dis, moi, ma voiture, j'ai besoin de 40 kWh parce que ma distance de sécurité, c'est 100 km. Une Tesla, c'est 400, 500 km. Tu dis, moi, vraiment, quand je suis en situation dégradée, 100, ça me suffit. Ça veut dire que le reste de ta batterie, tu peux l'utiliser pour ta maison. Et à ce moment-là, c'est le V2G, c'est-à-dire c'est le véhicule qui alimente la maison. Donc, autant une voiture électrique, ça peut être discutable, autant si elle sert à la fois pour se déplacer et à la fois pour être la batterie pour la maison, ça change la donne. Tu vois, et donc, ça, c'est ce qu'on appelle un grid qui gère ça. Et on a un excellent collègue qui s'appelle Fabrice, on ne dira pas son nom parce qu'il veut rester souvent assez discret, qui est vraiment une pointure dans le domaine et qui, si tu le souhaites, pourrait étudier ça. Carrément. Hein, voilà. Donc, et après, faut trouver l'électricien qui est d'accord pour faire l'installation, etc. Mais lui, il calibre, il quantifie, il dit voilà, tu branches comme ci, comme ça, comme ça. L'électricien, c'est toujours lui qui le fait. Hein, voilà. Donc ça, c'est ce que je pense, on peut aller jusque là. Sachant qu'on a empilé, on a monté la barre financière au chiffre. Tout à fait. Effectivement. Il y a un corollaire aux choses, hein. Donc après, chacun met les priorités. Tu peux dire, moi je veux le grid, et puis par contre, je m'en fous, je fais pas de correction thermique parce que j'aurai froid, mais je sais que ça sera pas ta priorité, ça. De quoi? De pas te chauffer. Ah ben si, non mais. Si, de te chauffer, c'est ta priorité. Oui. Mais certains nous diront, moi, je m'en fous d'avoir froid, mais je veux gérer l'électricité pour ma voiture, pour le machin, parce que c'est mon truc à moi. Mais je veux les deux, moi je veux tout. Eh ben, il n'y a pas de problème, on t'offre tout, Maïlis. Oui, non, mais bien sûr que j'ai besoin d'électricité et bien sûr que j'ai besoin de pas avoir froid. Non, parce que là quand même on se caille. On n'a pas très chaud, Regarde, je pauvre Geoffrey a son bonnet sur la tête. mais parce que vous n'avez pas compris, isolez-vous de l'intérieur. Oui. Faites comme moi. Et tu vois, moi je suis en pull, j'ai pas froid. Toi t'as un pull, t'as pas de bonnet. Et j'ai pas froid. Bon, j'ai pas trop chaud quand même. Mais je supporte.
Mais c'est parce que tu as des bonnes semelles. J'ai des bonnes semelles. Voilà. Isolantes. Isolantes. Voilà, c'est le secret. Donc, pour reprendre, par quoi on commence en urgence dans cette maison? Si tu veux exploiter le bas, il faut que tu gères le bas. Ouais. Tu changerais la cheminée, toi, du coup, tu me disais? L'appareil qui est dedans, non, c'est pas une urgence, ça. Ah, c'est pas une urgence. C'est pas une urgence, ça. Ouais. Non, pas du parce tout. que je la trouve moche, donc dans tous les cas, je voulais la modifier au moins. Alors là, tu vois, ça peut devenir une urgence si, pour toi, de l'avoir, ça te file le bourdon. Ah ben franchement, hein, c'est ce truc-là, avec cette peau de vache, là, en hauteur, là, ça me file le bourdon, mais complètement, ouais. Moi, j'aurais voulu avoir le rez-de-chaussée, là, ici, fini, avant d'habiter. Alors, si tu veux le rez-de-chaussée fini, donc, moi, en priorité, je lancerai l'huissier pour repérer tout ce qu'il y a à repérer, pour fixer dans le temps. Là, à cette date-là, on a constaté, là, tu as une partie qui est encore couverte par la décennale. Et les parties qui ne sont plus couvertes par la décennale, avant d'attaquer quoi que ce soit, tu fixes comme quoi ça a été un peu un vice caché quand même. Hein. Tout à fait. Donc, tu résous ton problème d'étanchéité de terrasse. Moi, je pense que ça, il faut le faire. Après, tu fais tes enduits, tes correcteurs thermiques intérieurs. Tu choisis ton système de chauffage. Ça, c'est à choisir rapidement. Parce que selon que tu fais de l'hydraulique, selon que tu fais de l'électrique, parce qu'aujourd'hui, on a toujours eu le choix entre de l'électrique ou de l'hydraulique. Mais l'hydraulique, on pouvait le chauffer au gaz, au fioul, au bois, on pouvait le chauffer à ce qu'on veut. Aujourd'hui, chauffer au fioul ou au gaz, il faut qu'on oublie. Tout à fait, tout à fait. Donc, tu sais que si tu veux partir sur de l'hydraulique, tu pourras quand même aller vers de l'électrique pour produire ton eau chaude. Mais si tu optes directement pour les radiateurs ou les panneaux électriques rayonnants, ben à ce moment-là, tu fais ton enduit, ton correcteur thermique. On pose, si tu optes pour des panneaux muraux rayonnants, on pose sur ce correcteur thermique ces surfaces. C'est comme une feuille d'aluminium et il y a de l'électricité qui se balade là-dedans, qui chauffe, tout bêtement. Voilà. Je connais pas du tout ce truc. Ben, c'est très peu répandu, mais c'est super bien. Moi, en tout cas, j'y crois. Et là-dessus, tu mets de la terre, mais tu mettras pas la même épaisseur de terre dans un cas ou dans l'autre. Tu mets de la terre par-dessus ce truc-là? Oui. C'est des feuilles... C'est comme ta couverture chaussante pour la nuit, là? Oui, je donne tous mes secrets à tous mes abonnés. Ben oui, c'est comme... alors, Claude dans un slip avec une couverture chauffante. Sans slip. Mais donc, j'en ai jamais parlé dans mes vidéos. Effectivement, j'ai découvert, enfin, il y a longtemps que j'avais entendu parler, puis je me suis dit, je vais quand même regarder ce principe qui dit qu'au lieu de chauffer une pièce, on chauffe ce qui nous touche au plus proche. Tout à fait. Donc, au lieu de chauffer ma chambre, Japonais, qui est très mal isolée, parce que les cordonniers étant les plus mal chaussés, je suis très mal isolé, j'ai acheté un surmatelas chauffant pour une place, et parce que ma belle, elle supporte pas ce genre de truc. Et donc, ça fait 60 watts. Je le fais tourner 3/4 d'heure le soir avant de me coucher, et je me glisse dans un lit qui est hyper confortable, qui est limite trop chaud. Mais à ce moment-là, j'ai qu'à le couper à une demi-heure, mais j'y pense pas. Et donc, après, je n'ai pas, moi, à chauffer mon lit avant d'être bon. J'entre dans un lit qui est déjà chaud. Je suis dans le confort, je peux m'endormir très rapidement. Et après, je n'ai qu'à maintenir ma chaleur dans le lit. C'est vraiment hyper confort. Et 60 watts, 3/4 d'heure par jour, ça coûte pas cher sur l'hiver, quoi. Beaucoup moins cher que de chauffer toute la pièce. Tout à fait. Ok. Ben voilà, ça t'appartient désormais. Il va falloir trouver des artisans là pour faire cette histoire de correcteur thermique. Alors là, on va. Je veux pas dire qu'on va te trouver quelqu'un, hein, mais on a 2 ou 3 collègues vers les Pyrénées. Alors pour un mec du centre de la France comme moi, les Pyrénées, je saurais pas dire si. Je sais que une des collègues est dans le 64. Ah donc, ben on est dans le 64. Voilà. Mais l'autre. Tu veux dire une des collègues, tu veux dire c'est une architecte, Sophie? Ouais. D'accord. Ah, mais parce que elle a peut-être des artisans, c'est ça que tu veux dire?
peut-être, Ah bah oui, peut-être, ouais. qui sont formés ou pas. Et s'ils sont pas formés, on peut les former. Ouais. Parce que on a une collègue qui, elle, est dans le Lot, Ouais. dans le sud du Lot, qui est formatrice et qui peut former des artisans. Très bien. Et on en connaît d'autres qui peuvent former. On travaille avec un centre de formation agréé, donc qui peut permettre effectivement de bénéficier d'aide de la part des OPCO, donc les organismes de financement de formation continue des artisans ou de leurs salariés. D'accord. Donc on peut mettre tout ça en place. Parce que l'idée, c'est que quand même, les architectes d'intérieur, les DPLG, DE, les maîtres d'œuvre, les habitologues, on dispose très rapidement et le plus rapidement possible d'un réseau d'artisans qui mettent en œuvre ces solutions qu'on a évoquées, qui sont hyper confortables, qui sont respectueuses de l'environnement, qui sont agréables à travailler et où je pense que des artisans pourraient s'épanouir aussi bien qu'à poser des trucs industriels qui sont presque des injonctions de réaliser alors qu'on sait que c'est quand même pas le top du top au niveau environnemental ou confort. Bon, très intéressant. Eh ben, Il y a plus qu'à. merci, hein. Il n'y a plus qu'à, hein. Plaisir, Maëlys.